s'entraîne du lundi au vendredi. En fait, on est comme un club. Pendant les 6 ans, à ce moment-là, moi, j'ai fait un match en club. Après avoir gagné la 3e place, j'ai un coup de fil du sélectionneur de l'époque qui me dit félicitations, on t'attend pour la Coupe du Monde à 15 en 2 semaines. Les Jeux Olympiques, c'est quand même la plus grosse compétition. Moi, ça a été terrible. Un des trucs les plus durs que j'ai dû vivre dans ma vie. Mon objectif, c'est avoir des médailles, c'est gagner. J'ai complètement échoué. Je suis qui, tu vois, au milieu de tout ça? Ça peut être un sujet qui est tabou aussi, le sujet psychologique. Elle va voir un psy, elle a un problème. Le podcast des champions, présenté par Ambition. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, où tu as grandi et comment tu as découvert le sport de manière générale? Ouais. J'ai grandi en banlieue parisienne, près Saint-Gervais, Pantin, c'est une petite banlieue 93 proche Paris. J'ai grandi avec ma mère et mes 2 frères, donc j'ai baigné un peu dans le sport parce que mon frère faisait du tennis. Okay. Donc comme une bonne petite sœur, j'ai voulu suivre ce qu'il faisait, donc j'ai fait du tennis donc dès que j'ai pu, et après je touchais un peu à tout, je faisais le multisport le mercredi, j'ai même fait de la danse moderne jazz, ça vaut mieux oublier. J'ai vraiment gymnastique un peu tout faire quoi, pas du tout. Moi, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais petit. C'est vrai. On peut faire une petite démo après. Ouais, j'ai hâte de voir. En privé. Donc ouais non, pour le coup beaucoup de tennis et en fait en arrivant j'oublie. J'ai fait un peu d'équitation, j'ai fait du handball et du volley quand même pendant quelques années, toujours en parallèle du tennis. Genre la base c'était le tennis et je voulais toujours faire des trucs en plus. Et en plus pour l'anecdote, j'ai voulu faire du rugby jeune parce que tous les ans on allait au fameux, c'était pas le marché des sports, mais tu sais t'as une espèce de truc, une halle avec les sports en début de saison. Et je voulais faire, je sais plus comment le forum des sports. Le forum des sports, ouais, voilà. Donc ça c'était le rendez-vous de l'année et à l'époque j'avais voulu faire j'étais tombée sur le stand rugby et ma mère avait dit non. Je veux pas que tu fasses du rugby parce que je pense qu'elle a eu un 3e enfant un peu pour avoir une fille et si tu veux elle avait pas très envie que j'aille dans le monde du rugby tout de suite et je pense qu'à l'époque c'était très connotation masculin, c'était pas du tout pareil et je pense qu'elle avait peur et donc voilà, donc j'ai pas fait de rugby à l'époque et c'est en arrivant en STAPS dans le menu en fait de sport, donc ma spécialité c'était tennis, j'avais rugby et donc mon prof de la fac de l'époque m'a dit tu devrais aller en faire en club, il y a quelque chose et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça. Et puis voilà, j'ai habité à côté de Bobigny et Bobigny est un gros club d'élite 1 et c'est comme ça que je suis arrivée au rugby. Il y a beaucoup je sais que Valentine, je crois que c'est en fac. STAPS aussi, à la pareil. fac qu'elle a découvert le rugby. Donc toi, t'as toujours baigné dans le sport en fait de façon générale. Ou t'as eu des périodes quand t'étais ado, tu t'es dit non, j'arrête ou non vraiment Non, je me suis jamais dit que j'arrêterais le sport. J'ai toujours voulu faire du sport. Après, par contre, j'étais pas du tout dans le monde du haut niveau. Et quand t'as fait STAPS, t'avais quelle idée en tête j'imagine du coup, avant que tu découvres le rugby, c'était quoi ton... C'était management du sport en fait. À la base, je voulais faire un master en management du sport et pour l'anecdote, j'avais pas trop tilté. Je m'étais inscrite en entraînement sportif et à la fac de Descartes, il n'y avait pas management du sport. Donc en fait, j'ai fait une licence complète en entraînement sportif. Je suis arrivée au bout, c'est pas du tout ça que je veux faire. Et il y avait pas, donc j'ai dû changer de fac pour refaire une équivalence en les 3 dans un autre STAPS. Okay. Bon, bref, donc ouais. On est beaucoup à avoir commencé dans notre génération, maintenant plus trop, à la fac. Mais parce qu'en même temps, je pense que le rugby féminin, avant, il est tellement peu développé que tu peux pas détecter véritablement des profils. Parce que je me mets au niveau du masculin, forcément, si tu commences à 6 ans, 8 ans, 10 ans, tu peux te faire repérer, du coup tu rentres en centre de formation et tout. Déjà, il n'y a pas de centre de formation, je pense. Oui, puis t'as sport-études, Pôle Espoir. C'est ça. Après, ensuite, tu as les centres de formation. Il y a ça maintenant, rugby féminin aussi. Mais moi, quand j'ai commencé à Bobigny, il y avait le centre de formation où c'était mixte. Donc en fait, on était déjà quelques filles, tu vois, à l'époque, à y être. Et après, tu avais aussi, c'était en même temps les débuts des pôles France aussi féminins. Okay. Mais oui, tout a énormément évolué là, tu vois, en 6-7 ans. Maintenant, les filles, je pense qu'elles arrivent à s'identifier un peu plus, donc je pense qu'elles commencent plus tôt. Et donc là, les très bonnes joueuses là, qui arrivent, elles ont 18, 19, 20 ans, elles ont commencé, elles avaient 10 ans, tu vois. Oui. Donc de plus en plus, elles commencent jeunes et je pense que c'est dû au fait que ça se développe et que on en entend parler et qu'il y a plus de sections féminines, je pense, jeunes. Ouais, tu ressens cet essor en France du rugby féminin? Ouais, ça se voit. Ça se voit sur déjà le nombre de licenciés, il y en a beaucoup plus, et tu le vois aussi sur le haut niveau, elles arrivent de plus en plus jeunes et de plus en plus préparées. Tu vois là, on a des pépites dans l'équipe de France A7 qui viennent d'arriver, elles ont 18 ans.
Tu vois, Ouais. moi, à 18 ans, je faisais pas de rugby. Après, moi, je suis pas forcément le Oui. meilleur exemple, Ouais. mais on était beaucoup une génération qui découvrait le rugby à la fac ou sur le tard, quoi. Mais c'est une professionnalisation aussi du sport féminin, enfin du rugby féminin qui fait ça, quoi. Ouais. Je pense que forcément, va y avoir des détections plus jeunes et des clubs qui vont se mettre à faire des équipes plus jeunes pour se dire, bah, je vais essayer d'avoir les meilleurs profils pour quand elles auront l'âge adulte, les prendre en équipe 1. Ouais, bah exactement. Bah, les premiers contrats, nous, c'est 2014, t'imagines, premier contrat à la Fédé Pro. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était Ouais, il y a amateur 10 ans. de partout, tu Ouais. vois. Et donc, bah, depuis 2014, qu'il y a des débuts des contrats pro pour les équipes de France, bah, ils ont commencé forcément à structurer tout l'ensemble, à dire, bah oui, il faut qu'on commence plus jeune. Et donc, maintenant, tu as des équipes de France U20 jeunes, même des détections un peu U18. Tu vois, ça qui est déjà installé dans le rugby masculin. Au fur et à mais mesure, ça va. ils Mais le le mettent rugby aussi, masculin, c'est pareil, hein, ça fait 30 ans que c'est professionnel. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, c'est loin et en même temps, 30 ans, on se dit à la fin des années 90, c'était encore Ouais. rugby amateur, les équipes de France. C'est difficile à imaginer quand on voit l'engouement ouais, c'est qu'a vrai. le rugby maintenant en France avec les JO, la Coupe du Monde, les 6 nations, les tournées. Et du coup, tu commences le rugby à 20 ans à peu près? Ouais, 19 ans, c'est ça. 19 ans. Et comment on fait pour appréhender le contact à cet âge-là quand on n'en a pas fait depuis tout petit? Mais après, moi, je pense que là-dessus, j'étais un peu particulière et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à rapidement évoluer. C'est que j'adorais le contact, j'aimais ça. J'avais commencé à faire des cours de MMA à l'époque, en Oui, d'accord. STAPS. Donc, en fait, je m'étais dit, si je perds, si ça marche pas pour moi le rugby, je ferai du MMA. Donc, à l'époque, j'avais un vrai côté, genre, T'avais j'avais envie de te battre. besoin. Ben, j'avais pas envie de me battre, mais j'avais un côté comme ça où j'aimais le contact et ça me plaisait, quoi. Et le sport de combat en Bien général, sûr. ça me plaisait. Et du coup, j'avais zéro peur, quoi. Mais c'était presque dangereux parce que pour le coup, vu que j'avais pas d'appréhension, je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire que Ok. moi, les cravates et tout au début, laisse tomber, j'étais une catastrophe pour ça. T'as pris des Oui, cartes ça va mieux, rouges. là Oui, oui, ça va mieux, ça va mieux, mais c'est pas mon fort. On va dire d'être vraiment hyper propre, tu vois. Vu que j'ai commencé Ouais. tard, on va dire que ça se voit un peu dans ma façon de plaquer, etc. Je suis pas la plus technique, mais Ouais. j'ai une blancheur à peu près. T'as de l'envie au moins. Il y a de l'envie, c'est plus important. Quel souvenir tu gardes de tes premiers pas sur le terrain, sur le terrain de rugby, tes premiers entraînements, premiers matchs? Enfin, les premiers, c'était avec la fac. On allait faire des tournois de 7, mais genre sur demi-terrain, sur des stades pourris, tu vois, où il y avait personne. On changeait dans le bus ou dans des toilettes à l'arrache. Genre, c'était pam-pam, quoi. Ouais. Mais c'était drôle parce que tu le faisais pas sérieusement, quoi. Enfin, moi, j'avais envie, j'y allais. Mon seul but dans la vie, c'était de pourrir des meufs sur le terrain et d'aller marquer des essais. Mais je veux dire, tu le faisais avec tes potes, j'avais pas d'enjeu, tu vois. Ouais. Donc, j'en garde des souvenirs trop cool. Mais après, mon tout premier vrai match en club, je me suis pété le doigt, je crois, un truc comme Ah, ça. yes. Donc, les tout premiers, c'était pas trop ça, quoi. Et t'as joué ton premier match en club, c'était directement à Bobigny ou... Ouais, mon premier match Et en avec club. directement l'équipe 1 ou t'as eu une... Non, j'ai commencé par l'équipe 2. J'ai fait la moitié de la saison avec l'équipe 2 et après j'ai commencé à jouer avec l'équipe 2. Une. Qui était du coup déjà en élite Qui était déjà en élite, c'était déjà Ok. plus haut niveau. Ouais, donc Ouais. c'est déjà une ascension très Rapide, rapide, c'était même en club. rapide finalement. Ouais, après, je pense qu'à partir du moment où c'était ça aussi, il y avait il y avait moins de monde. Donc si tu avais des aptitudes un peu physiques, moi j'avais la chance Tu te déjà démarques de plus faire du facilement. sport. Ouais. Si Ouais. tu allais un peu vite, t'avais pas trop peur du contact, très vite ça pouvait, tu pouvais aller toucher l'élite 1, tu vois. Maintenant aujourd'hui, le niveau a quand même augmenté. Mm. Je pense que ça serait pas la même De toute chose. façon, c'est ça dans tous les sports tout le temps, je Oui. pense. Si on compare un Platini au foot avec un Ronaldo maintenant, Ah il oui. y aurait même pas concurrence parce que tellement le sport il évolue dans les petits détails, même dans la préparation mentale, physique. En fait, c'est chaque cycle, c'est repoussé à plus loin et on Oui, fait oui. des trucs qu'on n'aurait pas imaginé avant. Clairement. Bah, il y a 15 ans, oui, c'était pas. Ouais, Ouais, j'imagine. j'imagine. N'importe quel sport, en fait, je pense que C'est tu peux ça. faire n'importe Puis quoi. ça se trouve, sur 10, dans 20 ans, on se dira, Ah oui, oui. par rapport à aujourd'hui, on trouvera ça presque drôle, tu Ouais. vois. Mais on peut pas imaginer maintenant où ce sera, quoi. Oui. C'est ça qui est C'est intéressant. ça. Et comment ça s'est passé la transition vers l'équipe de France? Ça arrivait rapidement après Bobigny ou... Ouais, en fait, ce qui moi m'a aidé, c'est la sélection avec France universitaire. J'ai fait en fait, un an après mon début de rugby en club, je fais la Coupe du Monde universitaire à 7. Et du coup, j'ai été en gros inscrite sur la liste Pôle France. Donc j'ai Ça, c'était intégré avec le Pôle Staffs France. aussi, du coup. Non,
L'universitaire? Non, universitaire, c'est vraiment l'équipe de France universitaire. Donc, Ok. t'es appelé, il y a un sélectionneur équipe de France universitaire, t'as des Coupes du Monde et même des Olympiades Mais ça universitaires. dépend pas de la FFR. Non, ça dépend pas de la FFR. Mais t'es obligé Mais- de te rattacher à une fac quand même. Oui, Ok. pardon, t'es rattaché à une fac, Ok. oui. Donc là, Ok. j'étais à la fac de Descartes à l'époque, mais ça c'est anecdotique. Mm. Et après, du coup, ils ont fait le lien entre guillemets entre ce qui s'était passé avec l'universitaire, donc ils m'ont appelé pour le pôle France universitaire, pour le pôle France tout court, pardon, mais c'était pour le 7 à l'époque, c'est-à-dire que moi Ah à oui. 15, j'avais rien d'extraordinaire pour le moment, donc c'était vraiment ciblé sur du 7, mais cette année a été compliquée parce que j'étais beaucoup blessée, donc le pôle, si tu veux, ça n'a pas été une super année pour moi, ça m'a pas servi à grand chose parce que j'ai dû faire, je pense, un stage sur 10. Et derrière, je retourne en club. Je suis réappelée pour, là, cette fois-ci, pour les équipes de France A7 développement. Donc là, on n'est plus sur l'universitaire, c'est vraiment les équipes espoirs. Et de là, j'ai enchaîné les tournois A7 et j'ai eu le contrat dans la foulée. Et les tournois à 7 développement, c'est comme l'équipe, c'est les mêmes week-ends que les tournois Non, pas actuels, tout à par fait. exemple, ou Non. c'est d'autres. Non, t'en as typiquement sur des gros tournois comme Dubaï, je sais qu'ils font un tournoi invitation où là, t'as des équipes espoirs ou des équipes Ouais. développement de n'importe Ok. quel pays, il y en a. Et sinon, non, nous, c'était, on avait fait Perth, on avait fait Dubaï, on avait fait Kitakyushu, enfin des tournois, rien à voir, un peu vraiment en dehors, au Japon. Au moins, tu voyages. Ouais, c'est vrai, Ah, quand bah oui. même. Ah, mais là, la vie à 7, clairement, oui. Et justement, ça fait une transition. Comment on gère, du coup, quand on a, je sais pas, 21, 22 ans, qu'on commence à voyager un peu partout dans le monde et que tout d'un coup, on se retrouve, on n'est pas encore professionnel, mais on se retrouve à voyager un peu partout dans le monde. Comment on jongle entre cette vie pro, perso, parce que quand t'es pas professionnel, tu peux pas forcément vivre au début. Ouais. Comment ça se passe? Cette année-là, moi, j'étais à la fac. Heureusement, j'avais un statut sportif de haut niveau, donc heureusement, du coup, j'avais une justification pour pouvoir louper les cours. Mais c'était compliqué parce que tu dois gérer les cours à distance, puis quand t'es à la fac, t'as pas toujours quelqu'un qui va te filer tous les cours et tout, mais tu fais au mieux en fait. Et puis il faut faire des priorités. Moi, j'arrivais à m'organiser entre guillemets pour avoir les cours nécessaires et puis essayer de bosser un peu dans mon coin ce que je pouvais récupérer sur internet. Ouais. Et après, je vivais ce que j'avais à vivre avec le rugby. Et puis quand je revenais, j'essayais d'être à fond sur les cours, tu vois. Donc c'était jongler entre la journée et le soir aller au rugby, quoi. Ok. Sans... Et quand tu as commencé à faire du rugby à l'université, est-ce que tu t'es direct mis en tête, je vise le monde professionnel, je vise l'équipe de France, ou c'est arrivé au fur et à mesure un peu par opportunisme, on te l'a proposé parce que tu as l'air d'être un peu challengeuse quand même. Ouais. Donc, Je pense qu'au tout début, quand je me suis inscrite en club, le tout début, je me suis pas dit je vais arriver en équipe de France. Mais en fait, très rapidement, quand j'ai vu les opportunités, quand il y a eu les équipes de France universitaires, etc., je me dis bon, il y a quelque chose. tu compares ton niveau et tu vois que. C'est ça. voilà, Et je me tu suis dit, peux- genre, on pose le truc en toute objectivité, on en est où? Est-ce que c'est faisable, pas faisable? Et je me suis dit, bon, on essaye, en fait. Et moi, j'ai toujours adoré le sport. Je me dis, là, j'ai l'opportunité de beaucoup m'entraîner et de pouvoir, entre guillemets, structurer tout ça. Et on y va et on essaye. Donc, c'est vrai que très vite, c'est un peu devenu l'objectif, quoi. Oui, donc ça a été à la fois l'opportunité, mais aussi, en fait, tu t'es dit, bon, allez, Ouais. il y a la place, donc j'y vais à fond. Ouais, les deux, en fait, se sont hyper bien emboîtés, quoi. Il y a eu l'occasion et moi, Ouais. je me suis entraînée pour et je me suis dit, voilà, on essaye. Si ça Ok. marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais oui, en tout cas, j'avais ça dans un coin de ma tête, quoi. Et quand t'as fait cette transition entre la fac et l'équipe de Bobigny, justement, à ce moment-là, il y a eu un coach qui est venu te chercher ou c'est toi qui allais t'inscrire naturellement? Ouais, en fait, il y avait une journée détection Ouais. et j'y suis allée après. Mais mon prof de la fac de rugby connaissait l'entraîneur de l'équipe de Bobigny de l'époque et lui avait passé un petit coup en mode je t'envoie une jauge de la fac, regarde ce que ça donne. Ok. Et puis voilà quoi. Et tout simplement, j'ai intégré le groupe. Après, tu sais, c'est amateur, hein, n'importe qui, tu veux commencer le rugby, tu peux y aller. Après, Oui. juste, ça se structure entre, est-ce que tu viens juste t'entraîner ou est-ce que tu vas jouer ou est-ce que tu peux suivre pour les thunes, quoi. C'est plus, tu fais un tri là-dedans. Et puis, j'ai commencé les entraînements et tout de suite, ça a marché, quoi. Ok. Et t'as du monde qui t'a accompagné pour te former, te permettre de passer des caps, ou non, c'est un peu au feeling par rapport aux gens que t'as rencontrés Non, ça là-dessus, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, d'intégrer aussi en même temps le centre de formation de Bobigny. Donc en fait, il y avait deux choses. Il y avait 3 entraînements avec l'équipe féminine, donc Ok. des Lithunes, qui avait 3 fois dans la semaine. Et en plus de ça, moi, j'avais été prise pour le centre de formation. Donc en gros, ils laissent la chance à
à des garçons et des filles jeunes qui peuvent avoir un potentiel, de leur apporter entre guillemets des entraînements en plus. Et donc ce centre de formation-là, j'avais des muscu en plus et 2 à 3 entraînements en plus spécifiques. Donc là, on t'a en plus petit groupe où tu peux bosser un peu plus spécifiquement et être accompagné. Ok. Et ça, en plus, justement, à l'époque, c'était avec Boris Bourawa et Antoine Cazot qui maintenant font partie du staff de Biarritz. Enfin, vous ne devez pas forcément voir. Bourawa, Mais, c'est pas le même nom Bourawa, qu'un ouais, joueur de 7? si, C'est ça ils sont 3, c'est des ok. frères. Ok. Et Boris, c'est le grand frère de Terry Bourawa Ah, ouais, c'est ça, ok. qui a joué à 7. Et c'est vrai que le centre de formation là-dessus m'a beaucoup aidé et je pense a fait en sorte que je rattrape un peu les lacunes que j'avais vu que j'arrivais Ok. de nulle part. Quoi. Ouais, c'est ça, t'avais pas une formation depuis 16 ans ou 15 ans. Non, c'est ça. Et donc, comment au début tu jongles entre rugby à 7, rugby à 15? Comment elle vient cette intermittence? Mais en fait, au début, tu découvres la fac, donc c'est à 7, parce que c'est sur demi-terrain, c'est des trucs vraiment à l'arrache, t'as rien de structuré. Et puis là, en intégrant en Bobigny, moi je découvre du coup vraiment le 15, le grand terrain, je découvre presque les règles du rugby, tu vois, en même temps. Donc tu te formes là-dessus. Et puis en même temps, il y a le set universitaire où on commence à faire des petites choses avant qu'on fasse la Coupe du Monde universitaire. Et entre guillemets, à l'époque, c'est pas que je me posais pas de questions, mais je comprenais la moitié des règles. J'avais à peu près l'objectif, j'allais vite, j'avais pas peur du contact. Je savais que c'est pas moi qui allais structurer le jeu, tu vois. Donc en fait, mon taf, il n'était pas incroyable à ce moment-là. On me mettait sur le bord, j'attendais d'avoir des ballons et puis j'essayais. Mais clairement, c'est ça, hein, on va pas se mentir. Faire des grandes passes ou comprendre où étaient vraiment les espaces, c'était pas trop mon truc. Donc je me posais pas trop de questions en fait. On me disait va à 7, je faisais du 7, j'allais à 15 et puis bon, à l'aile, on va pas se mentir, c'est pas le poste qui demande le plus de rugby quoi. Donc, ça aide entre guillemets à alterner sans trop se prendre la tête. Et même en top 14, je pense qu'il y a des mecs qui sont pas faits pour réfléchir au jeu et juste à courir ou alors à rentrer dans l'arc quand on leur demande quoi. Ouais, je vais pas tirer une balle dans le poste d'ailier, mais disons que je pense que c'est là où tu as le plus de liberté, je pense. Ah oui. Et du coup, le milieu professionnel, aujourd'hui tu es professionnel au rugby. Ouais. Ça intervient à quel moment? C'est beaucoup plus tard ou c'est assez tôt quand même dans ta carrière? Oui et non, je sais pas. En comparaison, donc oui, je commence le rugby à 19 ans à Bobigny et j'ai mon contrat à 22 ans, fin 2018, avec l'équipe de France A7. Donc il y a eu 2-3 ans entre temps. C'est court et long à la fois, mais je pense que forcément en comparaison, oui, c'est assez court. Donc à partir de 22 ans, j'ai eu mon contrat avec l'équipe de France A7. Et puis, l'équipe 1. De toute façon, en équipe de France, t'as pas de contrat pour le dev. En fait, ils prennent une vingtaine de joueuses qui mettent sous contrat à 7. Et puis, là, c'est l'équipe de France à 7. Et le développement, en gros, c'est plus pour tester des jeunes qui arrivent. C'est amateur encore, du coup. C'est ça, ouais. Quand tu fais France Dev, tu t'es pas payé. C'est vraiment juste pour tester. Oui. Mais donc, bon, t'as déjà l'occasion de faire des tournois à l'étranger. Exactement. Et puis, c'est une façon aussi d'être encadré. Exactement. D'être encadré, d'être vu et pour postuler à plus haut, quoi. Ouais, bien sûr, ok. Et comment t'es passé entre le rugby à 7 et le rugby à 15, mais en équipe de France, parce que t'as aussi joué la Coupe du Monde de rugby? Ouais, ça a été un peu, pas une surprise, mais si tu veux, pendant les 6 ans, à ce moment-là, je crois que j'ai fait un match en club à 15. C'est-à-dire que je suis mis sous contrat avec l'équipe de France à 7. Il faut comprendre que le 7, en fait, n'est pas du tout exactement le rugby à 7, même pour les masculins, les féminines, c'est du temps plein. On fait que ça, exactement. On est toute l'année à Marcoussis, on s'entraîne du lundi au vendredi. En fait, on est comme un club, mais en équipe de France. C'est-à-dire qu'on est rattaché, on a nos licences en club, mais le format du 7 ne permet pas de retourner en club le week-end. Donc, on s'entraîne du lundi au vendredi avec l'équipe de France à 7. Le week-end, on récupère. Et c'est comme ça qu'en fait, s'enchaînent les semaines. Donc, nous, on joue plus à 15 à ce moment-là parce que le planning le permet pas. Mais t'es quand même rattaché à Bobigny à ce moment-là? Mais à ce moment-là, j'ai ma licence à Bobigny. Okay. Mais j'y mets plus les pieds parce que j'ai pas le temps. Et parce que c'est plus du tout faisable, quoi. C'est pas jumelable. Il y a juste un moment, je pense, sur 1 ou 2 fois, on revient, je pense, en 2020 pour dépanner un peu et pour jouer un peu et basta. Donc, en 6 ans, j'ai fait un match à 15, quoi. Et donc, l'année, du coup, 2022, on fait la Coupe du Monde à 7, au Cap, on fait 3e. Et dans la foulée, juste après, après avoir gagné la 3e place, j'ai un coup de fil du sélectionneur de l'époque qui me dit félicitations, on t'attend pour la Coupe du Monde à 15 là, dans 2 semaines. Tu vois. J'étais en mode ok.
Ah ouais, pas de préparation, c'est Rien, direct dans le nada. bain. Ben ouais, parce que si Et tu veux, t'avais jamais fait encore avec ce groupe à 15 en équipe de France? j'avais jamais été sélectionnée à 15. J'ai fait ma première sélection en équipe de France à 15 à la Coupe du Monde. Et c'est quoi les contacts que vous avez entre les équipes? Est-ce que tu les connaissais les filles ou est-ce que non, en fait, tu les vois de loin sur les Ouais. terrains d'entraînement de temps en temps? Mais non, on se croise en fait à Marcoussis. On se croise à Marcoussis quand elles sont en stage en même temps Ouais. que nous. On se croise, on se dit bonjour et puis on suit un peu quand même ce qui se passe un peu en club. Donc on se connaît un peu de loin. Après, c'est vrai, quand j'arrive, finalement, les seules filles que je connais vraiment, c'est des filles qui ont été à 7 avant. Donc Oui. c'est mon lien à ce moment-là quand je débarque, quoi. Mais tu as forcément un lien avec les joueuses du 15. On se croise, on regarde, on se suit un peu, tu vois. Donc c'est une bonne surprise, quoi. Ça, tu t'y attendais pas au début de l'année. Tu Ah, t'étais non. pas mis comme objectif de faire les 2 Coupes du Monde. Non, pas du tout. En fait, la seule info qu'on avait, c'est qu'au milieu de saison, on nous avait prévenu que certaines joueuses du 7, potentiellement, allaient être appelées sur le groupe élargi pour la Coupe du Monde à 15. Et voilà, ça s'arrêtait là, tu vois. Une ou deux fois, on avait fait des oppos en commun, tu vois, ou des Ouais. entraînements un peu en commun, donc hyper intéressant. Mais ça s'arrêtait là. Donc après, vu que c'était les deux événements, en fait, se juxtaposer. Il y avait 2-3 semaines entre les deux. Elles étaient en prépa pendant que nous, en fait, on était en Vous étiez Coupe déjà du Monde. Ouais, bien sûr. Donc les deux Coupes du Monde étant collées, tu pouvais pas faire les deux la prépa. Donc c'était vraiment comme ça, quoi. Et ça s'est passé comment, du coup, l'expérience Coupe du Monde à 15 Bah trop bien parce que moi T'as beaucoup joué ou? Ouais, j'ai fait tous les matchs et Meilleur marqueur de l'équipe de France, non? ouais, je 3 crois. essais. Mais ça, c'est anecdotique. Bah, c'est quand même Ouais, mais c'est un beau c'est palmarès. anecdotique. Quand 2 semaines avant, C'est quand même- c'est t'avais quand même pas un beau prévu palmarès. de participer, c'est vrai que c'est quand C'est même. oui, c'est ça, c'est que c'est pas prévu et au final tu finis quand même Oui, meilleur mais marqueur bon, de après ton ça, équipe. tu sais, à l'aile, entre guillemets, c'est ton Bien sûr. job, quoi. Donc, tu sais, les essais, la plupart des fois, tu les finis et t'as pas fait grand chose avant. Donc, Oui. c'était des T'es jolis plus, stats. t'es mais- plus mis en valeur pour les stats, mais effectivement. Voilà, mais non, enfin, c'était une expérience trop bien. Et puis, c'est ça, moi, c'est pas que j'avais pas de pression, mais c'est pas un objectif que j'avais parce que je savais pas que j'étais forcément dans les plans. Donc, je m'étais dit, si j'y vais, si je suis appelée, c'est trop bien, mais sinon, enfin, tu vois, c'est pas grave. Ouais, du coup, Et, oui, t'as encore moins de donc, en fait, pression, j'y du coup, tu vais, te lâches. Moi, je sors de la Coupe du Monde à 7 et donc enfin franchement c'était du pain béni pour moi donc en vrai ça s'est bien passé juste dommage pour le résultat parce que en demi on perd d'1 point contre Ouais. la Nouvelle-Zélande qui va gagner la Coupe du Monde donc clairement cette année-là je pense que avec un petit coup de pouce du destin on aurait pu gagner mais mon 3e c'est déjà pas mal. Ouais, bien sûr. Et Coupe du Monde à 7, tu le vis comment aussi que cette compétition elle se passe bien? C'était quoi l'objectif de base de l'équipe quand vous partez à la Coupe du Monde? Ben, clairement, c'est un podium parce que l'équipe à ce moment-là commence à gagner, commence à faire de bons résultats. Tu sors de Tokyo où tu as fait 2e, c'est ton meilleur résultat. Et la saison, tu accroches toujours voilà, 3, 2, 4, 3, 2. Enfin voilà, tu batailles, t'as jamais atteint le 1, mais tu sais que c'est ça parce que c'est des filles que tu bats en poule en fait. C'est ça Ok. qui est terrible avec le 7, c'est que on battait tout le monde, mais on n'arrivait jamais à cette dernière place. Donc on arrive en se disant qu'on peut faire un podium. Après, il nous manquait quelques éléments. On est parti à la Coupe du Monde, on avait un peu de casse. Ok. Donc, je pense que 3e à ce moment-là, c'était la place qui nous revenait, Ok. franchement, en toute objectivité. Donc c'est quoi? Vous partez la demi-finale, puis après vous gagnez la petite Ouais, finale, c'est ça? c'est ça. On perd la demi-finale, on prend une rousse contre les Blacks, on passe complètement à côté, et après Ok. on gagne contre les États-Unis où on gagne bien. Donc je pense que c'était notre place. C'est quoi les équipes féminines à 7 qui sont les meilleures? Il y a les Fidji, la Nouvelle-Zélande, un peu comme chez les... Pas tout Comme chez à masculin. fait. Nouvelle-Zélande, clairement. Et enfin, les deux grosses têtes, c'est Nouvelle-Zélande, Australie. Ok. À 7 chez les gars aussi, c'est une bonne équipe, mais Oui. moins. Enfin, vraiment, là, ce qui gagne depuis 3-4 ans, Ouais, c'est- même 5 plus, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ok. Et derrière, souvent, t'as nous, on est un peu dans le trio, avec les États-Unis et le Canada. Ok. Les Fidji, elles font comme ça. C'est des équipes qui sont très dures à jouer, mais elles sont pas super stables, quoi. Donc autant elles Ok. sont capables de tout, comme de passer complètement à côté. Oui, un peu comme au rugby à 15, finalement, au rugby à 7, C'est ça. c'est des équipes qui jouent tellement au ballon que C'est si un ça peu tombe, ça. en Ça fait, manque un peu c'est- de structure, mais Ah c'est ouais. physiquement très très dense. Oui, ça, Oui, je me même doute. chez les filles. Je me doute. La manière dont t'en parles, ça doit faire mal. Ouais. Et, du coup, cette année, il y a eu les Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Et toi, tu as eu la chance de les vivre de l'intérieur. Si tu peux nous raconter un peu l'expérience même de participer aux JO en France,
Je sais plus si vous avez fait le défilé. Ouais. C'est les mecs qui n'ont pas eu le. C'est ça, parce qu'eux, ils étaient en pleine compétition Ouais, à ce c'est moment-là. Le rugby a commencé en fait Avant la cérémonie d'ouverture. l'ouverture des JO officiels. Ça a été le tout premier sport, ouais. Et du coup, comment c'était déjà, même sans parler du côté sportif, mais le côté de participer aux L'ambiance, JO. Enfin, j'imagine, il y avait la pression dans l'équipe. Ça faisait combien de temps que vous aviez ça en tête Ouais, déjà moi personnellement, enfin c'était un grand soulagement, tu vois, d'être dans l'équipe parce que j'étais dans l'équipe de Tokyo et je me suis blessée à Tokyo, du coup j'ai pas fait Tokyo. Et donc si tu veux, je rongeais mon frein depuis tout ce temps d'être passée à côté et donc les Jeux de Paris c'était un peu mon but pas ultime mais c'était il fallait que j'y sois. Parce que du coup, ça, juste après la Coupe du Monde à 15, Ouais. est-ce qu'il y a eu la question de se poser je reste à 15 ou non, c'était logique de repartir à 7 Ouais, non, dans le sens en plus où il y avait une grosse échéance qui arrivait, si tu veux. Toi, t'avais la je vision fonctionnais sur un 2 peu ans plus tard, c'est. voilà, je fonctionnais un peu sur quels sont les gros événements de chaque discipline. Moi, j'avais la chance de pouvoir entre guillemets pouvoir aller dans les deux. Donc là, il y avait les Jeux qui arrivaient et moi, ça fait 5 ans que j'étais là. Les Jeux de Paris, c'était un peu la fin quoi. Il fallait que j'y Bien sois. sûr. Donc non, à ce moment-là, je me concentre que sur le 7. Surtout à 7, du coup, les Jeux Olympiques, c'est quand même la plus grosse compétition. On Ouais. peut pas faire mieux pour ce sport. Enfin, il y a la tournée mondiale et la Coupe du Monde. Exactement. Mais les Jeux Olympiques, quand même, tous les 4 Ouais, ans, ouais, non. Ouais, c'est mis la la mise Les en Jeux, valeur, c'est vraiment le Graal Ouais, ça, de c'est la notre mise en sport. valeur de quoi. ce Ouais, sport, ouais, ouais. complètement. carrément. Donc non, déjà, moi, j'étais pas mal sous pression parce que j'avais des petits pépins à droite à gauche, toujours les petits trucs pas trop graves, mais bon, déjà très contente d'être dans le groupe et puis voilà, d'arriver un peu à poser les valises en mode ça y est, on est dans le truc, on a fini la saison à peu près sur pied, on y est. Donc déjà, assez soulagée. Parce Et, que l'annonce d'être dans le groupe, c'est très peu de temps avant. Il me Ouais, semble, c'est c'était 2 pas très semaines longtemps avant. ou- Ouais, je crois 2 ou 3 semaines, je crois. Donc en fait, jusqu'au bout, Tu sais pas si tu Ah vas oui. participer il ou faut pas. que ton corps tienne et Ouais, il faut que ouais, tu sois c'est dans ça. le groupe. Faut pas que Donc, tu te blesses dans la tournée qu'il y a eu avant. Exactement. Dans la Et prépa. puis pendant la prépa, Ah parce ouais. que la prépa jeu, elle a tabassé terrible. Donc, Vous êtes allé au Portugal, non vous avez... Ouais, on a fait tout. On a été à Font-Romeu pendant 3 semaines en altitude. On s'est aussi un peu rentré dans la gueule d'ailleurs avec les filles du 15 qui sont venues nous prêter un peu main forte pour la prépa. Et, Ok. et derrière, on est parti au Portugal pour la dernière fin de prépa. Donc ouais, ça a été très 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 costaud. Et puis bon, après, ça s'enchaîne vite en fait. On rentre de stage, on a 2 jours à Marcoussis, je crois, et on arrive, je crois, 2 ou 3 jours avant le début de la compétition. Donc en fait, ça va super vite, quoi. T'as le temps de rien. Enfin, ça passe à une vitesse, c'est terrible. Le village, en plus, il est immense. T'as du monde de partout. Tu dois aller au médical, c'est à l'autre bout de la terre. Faut que t'ailles manger. Le truc, il est immense. Je sais pas si vous avez vu. C'est une espèce d'énorme halle. Et en fait, le village, on se rend pas compte, mais il est hyper grand. Donc en fait, tu passes ta journée à faire des bornes pour passer de l'un à l'autre. Donc l'orga, elle était très touchy. Et enfin, franchement, on arrivait au jeu, on était KO technique. Mais l'expérience en soi, franchement, est folle, quoi. Puis surtout de remplir le Stade de France. Ouais, tu te ouais, dis, de jouer devant 80 000 waouh. personnes. Parce que vous jouez le rugby à 7, c'est toujours dans des super stades, mais Ouais. c'est pas tout le temps rempli, plein. quoi. On va pas se mentir, en fonction des étapes, t'as des grosses étapes comme Dubaï, Hong Kong. Franchement, Là, il y a tu joues dans un du stade, il y a vraiment Ouais. du monde. Donc déjà, là, t'as quand Ça même de la motive chance et- de jouer devant pas mal de monde, quoi. Parce que j'imagine que quand tu rentres sur un terrain, t'as pas le même... Enfin, ça peut te pousser aussi si toi, que t'as tout le public avec toi. Ouais, ou- après, c'est un peu qui tout double, du coup. T'as le Parce que stress aussi, ouais, t'as t'as l'impression. l'engouement, t'as les gens derrière, mais t'as aussi l'attente parce que t'es chez toi. Donc, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Mais là, je pense que ça nous a plus... en tout cas, je pense pas que ça nous ait pénalisé, ou en tout cas, on n'a pas été inhibé par ça. Mais c'est ça, c'est des souvenirs, je pense que c'est les plus gros souvenirs, je pense qu'on aura. C'est quand on est en dessous, tu sors du vestiaire, tu sens le sol vibrer, enfin même les mecs du set, ils nous avaient raconté, parce qu'eux, ils avaient fini, donc on en a discuté avec eux, ils nous ont dit préparez-vous parce que vous allez voir, c'est vraiment particulier. Et t'as beau essayer de te préparer, tant que tu l'as pas vécu, franchement, c'est très bizarre. Ouais, c'est inimaginable. Et ouais, et quand t'arrives là-dessous et que tu sens t'as tout qui vibre, genre vraiment tu t'entends plus, tu dis ah ouais, genre là on est sur un truc, c'est quelque chose quoi. Est-ce que ça change même dans le jeu le fait de... Parce que du coup, même Tu t'entends pour pas. voilà, ça, pour les consignes, Ouais, c'est la cohésion et tout, Ça change pas trop parce que c'est des choses sur lesquelles on tu s'entraîne les as de temps en préparés, temps. tu sais... Ouais. Et puis, tu vois, des stades comme Hong Kong et Dubaï, même si t'as quand même moins de monde, on est quand même habitué à pas pouvoir s'entendre, Ok. tu vois, à devoir jouer sans pouvoir parler, on se regarde, etc. Donc ça a pas trop, ça a pas changé grand chose, quoi. Fallait juste pas
être inhibé par tout ce bruit et tous ces gens qui sont là pour l'équipe de France, quoi. Et ça, c'était dès le premier match, même Ah ouais. dans les poules ou quoi? Oui, dès le premier match, hein, mais en fait, chaque match, c'était blindé. Ah ouais, Il n'y avait pas de différence entre, tu vois, le quart de finale ou notre Ouais. match contre le Brésil. Enfin, c'était full de monde. C'était pareil. Ah oui. Mm. Mais raconte-nous justement la compétition, comment toi tu la ressens un peu, peut-être match par match, ou comment vous arrivez jusqu'au quart de finale, etc. Comment, du coup, toi, tu as vécu la compétition de l'intérieur avec l'équipe, comment vous vous sentiez? En fait, c'était un mélange. On était sereine parce qu'on avait fait quand même une belle saison. J'ai été en On finale finit à deuxième à Madrid, Madrid, ouais. Moi, Ouais. je suis blessée à ce moment-là, mais les filles font deuxième. Et puis, c'est l'année où on bat le plus les grossettes, c'est-à-dire que Nouvelle-Zélande et Australie, en ratio, on est presque à 50-50 sur victoire-défaite. Ça Ok. se remarque pas, mais en fait, en se jouant dans les poules, nous, en fait, on battait tout le monde en poule. Et c'est qu'en arrivant en demi ou en finale qu'on finissait par perdre. Mais si tu veux, on a un ratio vraiment très égal avec ces équipes à ce moment-là. Le seul truc, c'est que nous, on n'a jamais gagné aucun tournoi World Series. Et ça, Ah ouais. c'est quand même un fait. Et donc, on arrive dans cette posture-là en disant, ok, on est capable de tout, on a une équipe qui est monstrueuse. Et on arrive quand même avec un peu de fatigue, tu vois, la prépa était vraiment très, très dense. Et entre guillemets, la logistique entre la fin de la prépa, le Marcoussis, l'enchaînement, etc., je pense que ça n'a pas été hyper bien géré. Donc, on arrive quand même avec pas mal de fatigue au jeu. Et je pense que c'est un peu ce qui nous a fait défaut. Parce que vous avez fait un super entrée dans la Ouais, compétition. ouais. En fait, Ouais. c'est un peu l'inverse des mecs. Ouais, mais c'est Les l'histoire de notre vie, ça. Ouais. les premiers matchs des mecs, t'es en train de te dire, ouf, ça va être compliqué. Ouais. Et vous, c'était en mode, vous aviez survolé tous les matchs. Ouais. Ouais. On se disait tous, ça va être incroyable. Ouais, ouais. Mais c'est un peu l'histoire de cette équipe depuis le début, c'est qu'on fait des trucs de fou en poule, et puis on arrive en quart, tu peux te mettre une équipe qu'on bat 10 fois dans l'année, et puis on arrive en quart ou en demi, on sait plus jouer, tu vois. Donc je pense qu'il nous a manqué quelque chose sur l'aspect mental ou sur apprendre à gagner, quoi. Juste ça. Ouais. C'est bête, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, tu vois, de savoir gérer les matchs différemment en fonction que ça soit une poule ou un quart ou un demi, tu vois. Et ça, je pense qu'on l'a pas bien fait. Après, il faut dire ce qu'est, le Canada a été très, 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 très costaud sur ces Olympiades. Hein. Elles ont fini deuxième, elles ont accroché la Nouvelle-Zélande en finale, elles auraient pu être médaillées olympiques. Nous, on perd de rien. Et puis, il y a aussi, pour moi, entre guillemets, un coaching de début qui est un peu étrange. On a un set de départ qui est pas très logique par rapport à ce qu'on fait jusque-là. Après, bon, ça, c'est des choix de coach, c'est encore une autre histoire. Mais on a pas mal de trucs qui se passent bizarrement. Le set de départ est un peu bizarre. Et on a plein de problèmes pendant le match qu'on n'aurait jamais dû avoir. Et on prend des essais un peu comme ça, un peu volés, où on ne sait pas pourquoi on les prend. Et tu finis par perdre d'un point, tu vois. Donc, c'est un peu un match qui nous échappe. Et t'es un peu démuni, quoi. Donc, en fait, à partir de là, ta compétition, elle bascule complètement. Parce que là, t'es plus du tout dans le même registre. Tu viens à ce moment-là, nous, on vient chercher l'or, Ouais. clairement. Bien sûr. C'est pas on se ment ou on s'invente un objectif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est persuadé qu'on va gagner l'or. C'est-à-dire que même en Bien étant sûr. fatigué, avec l'équipe qu'on a, on s'est dit, cette année, c'est pour nous, tu vois, on va l'avoir, il n'y a pas de problème. Et puis t'es chez toi. Et À puis t'es Paris, chez toi, et puis il y a tout, quoi. Les mecs qui viennent de gagner l'or Oui. juste avant, ça, franchement, c'est pas super au final, parce que tout le monde dit, T'as ouais, une pression ils de vous fou. ouvrent la voie et tout, Ah mais nous, on ouais, était bah comme ouais. des oufs pour eux. Mais toi, derrière, tu passes derrière les mecs qui font médaille d'or, et toi, Ah t'es en oui. mode, ok, On super. passe pareil. Tu Oui, sais que tu peux on peut pas mieux, faire donc moins tu dois- bien. ouais, ça, c'est- Et puis là, en fait, tu perds en quart, et je pense que personne réalise. Et là, tu te mets en mode robot. Tu deviens un robot, tu es en automatique. Tu Toi, sais tu qu'il l'as te mal reste. vécu, toi. En plus, Ah, moi, ça a non, été terrible. Ouais. Moi, ça a été terrible. Je pense que ça a été un des trucs les plus durs que j'ai dû vivre dans ma vie. Et pourtant, c'est que du rugby. Hein. J'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger dans mon assiette, je vais perdre dans un pays en guerre. Donc, faut relativiser. Mais c'est vrai qu'en tant que sportif, ça a été terrible. Ah ouais. Tu bascules là, voilà, là maintenant, ok, je viens de perdre en quart, donc il faut gagner pour l'honneur, clairement, les 2 derniers matchs pour finir 5e, tu vois. Ouais. Donc vraiment, t'y vas. Genre là, il n'y a plus rien. T'es vide, genre juste tu mets ton Ouais. réveil, tu vas manger, tu sais que tu dois faire le truc. T'es complètement à côté de la plaque, quoi. Et donc là, quelque part, le rêve se transforme en cauchemar, quoi. Tu finis vraiment pour finir et tu profites plus du tout de ce qui se passe et de l'événement, quoi. T'es juste en mode waouh. Genre là, on a perdu en quart, genre il n'y a même pas une médaille, il n'y a plus rien. Et il faut aller finir pour finir 5e, et devant tout le public qui est venu pour toi, t'es en mode waouh, c'est rude, hein.
Comment, on se remet de ça après quand on a des grandes ambitions qui sont notifiées, c'est normal. Et comment, quand ta compétition elle se finit, que tu as fait ces 2 matchs de plus, c'est quoi la vie d'après, justement? Bah, la vie d'après, quelque part, moi j'ai de la chance, c'est que ça s'arrête pas parce que à ce moment-là, en plus, moi je passe sous contrat à 15, c'est-à-dire que ça avait été discuté, j'avais pour volonté de, après le 7, avoir un contrat à 15 et donc de vraiment passer à 15 à fond et d'être en club et pouvoir postuler à la Coupe du Monde l'année prochaine pour le 15. Donc j'ai un nouvel objectif sportif, donc déjà ça m'aide énormément. Et puis à ce moment-là, tu as besoin de couper. Je pense que moi, à ce moment-là, il fallait que je coupe tout. Je voulais plus entendre parler des jeux, plus entendre parler de rugby. Là, il faut que tu te déconnectes, que tu te rattaches un peu. Bah, bon, c'est quoi la vie à côté je suis qui sans tout ça, tu vois. Enfin, à ce moment-là, tu as des questions un peu existentielles qui sortent en mode ouais, putain, ok, j'ai pas fait de médaille. Ok, du coup, il me reste quoi? Parce que ben, je me suis construite pendant 4 ans sur je suis athlète, mon objectif c'est avoir des médailles, c'est gagner. Ok, là j'ai complètement échoué, ben, je suis qui, tu vois, au milieu de tout ça? Ouais. Donc en fait, tu te reconstruis là-dessus et ben, à ce moment-là, je suis aussi accompagnée par une psychologue et en fait, tout ça, en fait, ça m'aide à rationaliser en fait ce qui se passe, à prendre du recul, à sortir de ton rôle de joueuse de rugby et à dire ok, en fait, la vie elle continue de tourner, personne n'est mort, j'ai encore un contrat, je vis encore de ma passion. Il y a d'autres étapes, ben, tant pis, tu vois, si c'était pas là, bah, c'était pas là et ça sera une prochaine fois. Et donc, voilà, tu as un discours déjà où tu relativises, Oui. où tu sors de tout ça et puis ben, tu repars, quoi. Et je pense vraiment avoir un nouvel objectif sportif, bah, ça te permet de te relancer. Ok. Mais ça a duré un petit moment ou est-ce que tu as pu retourner au JO, je sais pas, pour voir d'autres compétitions ou est-ce que vraiment tu as voulu couper Mais et en te fait, dire j'arrête? on avait la chance, nous, de pouvoir prendre une fois par jour des tickets pour n'importe quel sport. Et tu vois, là-bas, je me dis, bah, je vais rester, je vais en profiter, je vais avoir tous les sports, t'imagines, truc de fou. Et puis, j'avais pris la gym, je crois, 2 jours après. Donc, je vais voir la gym et tout, donc trop bien, mais vraiment, je suis à côté de mes pompes, tu sais, genre, je regarde, mais je profite pas. Et je me dis à ce moment-là, en fait, je peux pas rester à Paris. Je suis pas du tout dans le truc, je profite pas. Enfin, c'est presque lourd à porter, Ouais, tu puis vois. même si tu vois des Français gagner, bah, tu te dis, ah Ouais, putain, j'aurais pu vivre ça. ouais, Et... t'es dans un truc qui est malsain au final, tu vois. Même si par contre enfin, tu suis les Français, ce qui était un peu paradoxal, c'est que j'avais plus envie d'en entendre parler, je pouvais plus regarder les jeux, mais je checkais quand même, tu vois, la télé résultats et j'avais envie que tu vois que ça fonctionne. Bien sûr. Mais à ce moment-là, ouais, j'avais envie de partir de Paris, donc en fait, je suis restée 2-3 jours et après, je suis partie. Ok. Parce que ouais, je pouvais plus rester dans le coin, c'était plus faisable. Ouais, je comprends. Bah, après, c'est une lourde charge mentale aussi derrière. Et tu l'as notifié, tu as parlé que tu étais accompagné Ouais. d'une psychologue. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est mis en place par la fédération ou est-ce que c'est propre à chacune des joueuses? Parce qu'on sait que ça peut être un sujet qui est tabou aussi, la préparation mentale et le suivi psychologique aussi des sportifs. Est-ce que ça, c'est personnel ou c'est mis en place Alors, c'est par un la peu les Fédé? deux. La Fédé ont mis à disposition des psychologues, donc on peut interagir avec eux. Moi, j'ai pris la décision entre guillemets de travailler avec quelqu'un extérieur à la Fédé. Ok. Et donc, c'est un peu une double démarche. La Fédé, en tout cas, il y avait des gens en tout cas qui étaient présents pour nous. Et après, une démarche individuelle, parce que moi, je savais que j'en avais besoin et que sans ça, je pense que c'est difficile de trouver les moyens et les ressources, même quand tu es accompagné. Bah, on a nos proches, mais c'est pas le regard, il est différent. C'est Ouais, ils difficile. peuvent pas imaginer, ils peuvent pas se mettre à ta place. Non, ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent. À ce moment-là, je pense en tout cas pour moi, tu n'as qu'un professionnel qui connaît ça et qui a les mots et qui peut te sortir de cette spirale, qui peut t'aider. Bien sûr. Ouais, ouais. Ah, c'est délicat dans le milieu professionnel, ça. Ouais. La santé mentale, elle est pas souvent mise en avant, enfin, surtout quand on gagne, on n'en parle pas, mais du coup, quand les gens perdent, ou les sportifs perdent, on se doute pas de tout ce que ça peut engendrer derrière. Donc, il y a une vraie importance de se faire accompagner. Et je trouve qu'en France, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a longtemps été en retard, longtemps ça a été tabou. Là, ça a tendance à se délier un peu, donc tu en parles effectivement que la Fédé met en relation donc, avec des psychologues, etc. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Voilà, je trouve ça assez fou, quoi. Ouais, maintenant, de plus en plus, comme tu dis, ça y est, la parole là-dessus, je pense qu'elle se libère. On voit plus, tu vois, le psychologue comme oula, Oui, elle va voir un psy, elle elle a un problème. Ah oui. En fait, maintenant, ça y est, ça commence un peu à se démocratiser. Et genre, aller voir un psy, c'est devenu. Ça se normalise, tu vois. Genre, juste, Ouais. en fait, je me fais accompagner, ça fait partie de ma performance d'être accompagnée. Et genre, je suis pas folle. Ah oui, non, bah. Je suis pas des trucs chelous, Non, tout va bien. Au contraire, tu Genre, optimises. juste, je pense même que c'est même être quelqu'un de très sain, d'avoir
ben, la présence d'esprit ou le courage, entre guillemets, d'aller voir un psy et d'être accompagnée, de se dire, OK, genre là, en fait, toute seule, je suis pas capable, j'ai besoin d'être accompagnée. Et genre, ça m'aide justement à être quelqu'un de sain, de façon générale, dans ma vie et en tant que sportif, tu vois. Et là-dessus, c'est vrai que la France, je pense, a été très longtemps un peu à la bourre, mais de plus en plus, on en parle. Et comme tu as des grands sportifs comme Teddy Riner, on a entendu parler de sa psychologue. Enfin, je pense que ça passe par là, en fait, des joueurs, des joueuses, des sportifs inspirants qui parlent de ça, tu vois. Et de plus en plus, ça ouvre la voie à d'autres. Et exactement. Et les fédés, justement, de plus en plus, maintenant, commencent à se rendre compte voilà, du rôle de l'accompagnement de leurs équipes et de leurs joueurs là-dedans, quoi. Il y a un vrai enjeu de performance sur l'accompagnement. Mais là, ça a été accompagné du coup par la Fédé, mais je crois que tu l'as dit, Teddy Riner, ça a été un des premiers en France à vraiment prendre la parole et à libérer la parole sur ça. Mais il disait que, je crois que c'est à Rio, il me semble, à Rio ou à Londres, enfin bref, une de ces Olympiades là où il a amené sa psychologue avec lui sur les Jeux, mais assez frais. C'est-à-dire que c'était pas les Fédés qui l'amenaient, c'était pas le comité olympique, alors qu'il y avait d'autres fédés comme, je sais pas si c'est au judo ou pas, mais ou les États-Unis ou le Japon, c'est déjà mis en place depuis longtemps. Enfin, il n'y a pas de question c'est le sportif qui amène assez frais, quoi. C'est encore, assez encore un peu de boulot là-dessus, je pense. Heureusement que c'est lui qui prend la parole parce qu'on peut pas vraiment remettre en cause. Ah oui. C'est la parfaite personne pour. Exactement. Pour parler de ça. Quand tu gagnes et que tu es une machine, pour le coup, on remet pas trop en question ce que tu fais. Hein. Bah oui, c'est clair. normal. Et du coup, pour t'aider à décompresser en dehors du rugby, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres sports que tu continues de faire ou non, vraiment le sport, c'est vraiment que le rugby parce que déjà ça te je vais pas te mentir. À côté, je fais. C'est pas que je fais rien, mais ça me prend tellement de temps que si tu veux, à côté, je décompresse, quoi. J'essaye j'ai trouvé maintenant, je pense, mon équilibre entre le rugby et ma vie à côté. Donc, non, à côté, moi, je continue des études. Après, comme tout le monde, je vois mes potes. Je me fais des brunchs. Ouais, putain, c'est terrible. Ce cliché. Voilà, en fait. Ouais, ça y est, t'es devenue une vraie bobo bordelaise, quoi. Ça y est, brunch. Mais ça y est, on brunch, on est bobo, fou. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bobos dans ces cas-là. Ah bah à Bordeaux, oui. Ouais, voilà. Alors moi, le problème, c'est que je mange des graines en plus, donc là, on peut y aller. Mais ça, c'est parce que je suis sportive, tu vois. T'as cette excuse. Juste pour qu'on se rende compte, ça représente combien d'heures par semaine le sport pour une joueuse professionnelle c'est une journée, ça se passe comment En fait, il faut faire vraiment la différence entre le 7 et le 15 parce que c'est vraiment totalement différent. Vraiment, ma vie à 7, c'était 9h, 17h, j'avais 3 entraînements par jour. Faites aussi des entraînements dans des salles qui miment un peu l'altitude. Exactement, c'est des salles sous chaleur. En fait, tu peux mettre la température que tu veux et l'altitude que tu veux. Et en fait, ça te permet de t'acclimater en fonction de là où tu vas. Parce pour l'altitude, en gros, il retire de l'oxygène. Exactement, c'est comme si tu te retrouvais en haut d'une montagne, quoi. Et ça, c'est super parce que quand tu vas en Australie au mois de décembre ou à l'époque, on allait aux États-Unis, on avait un tournoi à Glendale qui était en altitude. Et on arrivait là-bas, mais on ne savait plus courir, on était essoufflés en deux. Et tu vois, ça te permet d'arriver, d'être un peu plus frais, entre guillemets. Parce que tu as acclimaté un peu ton corps avant. Exactement. Entre guillemets, quand il fait 0 à Marcoussis et que là, tu vas dans la salle, il fait 30 degrés. Bon, le choc est violent, mais au moins, quand tu arrives, tu es un peu plus préparé, quoi. Ouais. Tu vois. Donc cette vie à 7, c'était du lundi, vendredi, toute la journée. C'était excessivement... c'était vraiment costaud. La vie à 15 est très différente. Après, est-ce que même de ton point de vue, d'un côté physique, c'est aussi différent? J'imagine que c'est beaucoup plus athlétique le rugby à 7 parce que c'est plus des demi-terrains en compétition. Enfin, c'est sur des terrains classiques, mais il y a 2 fois moins de joueurs, donc ça court beaucoup plus. Ouais. C'est peut-être aussi ça. Du coup, j'imagine que rugby à 7, vous travaillez beaucoup plus tout ce qui est cardio aussi. C'est beaucoup plus physique, tu l'as dit. En fait, c'est pas le même sport, quoi. On te demande c'est des matchs de 14 minutes où ça s'arrête pas, en fait. Tu es toujours en train de sprinter dans un sens ou un autre. Tu es 7 sur un seul terrain, donc forcément, c'est que du sprint, quoi. C'est que de l'explosivité. T'as pas de temps mort. Donc, tes entraînements, ils doivent être en adéquation avec ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout comparable à 15, ou même si c'est un effort de 80 minutes, donc il faut le faire. Mais t'as des pauses, tu vois. De temps mort. Il y a des moments où t'es presque pas concerné par le jeu, tu vois, même si
c'est pas vrai dans les faits quand tu es un bon joueur. Tu sais que tes déplacements, ils sont importants, mais je veux dire, ça n'a rien à voir dans tes déplacements, mettre minutes sur les GPS que tu fais à 7 et à 15. Donc, forcément, tes semaines d'entraînement, elles sont pas du tout comparables. Et en plus, à 15, tu matches les week-ends. Donc, tu peux pas non plus être dans des périodes de développement de fou la semaine en te mettant des grandes séquences parce que le week-end, tu dois les matcher. Parce que le rugby à 7, c'est une un match, par mois. c'est exactement ça. En fait, tu pars en tournoi une fois par mois. Donc, en fait, avant ça, tu as toute ta phase de développement où tu peux t'entraîner et te mettre la sauce toute la semaine. Ouais, et tu te calmes la semaine juste avant. C'est ça. Alors que là, à 15, effectivement, c'est plus, tu matches le week-end. Donc, lundi, tu es en récup. Tu as, on va dire, des grosses journées mardi au mercredi. Nous, on s'entraîne de 11h à 13h le mardi matin et de 18h30 à 21h le mardi soir. À peu près la même chose le mercredi, 11h, 13h. 19h, 21h. Et jeudi off, vendredi, tu t'entraînes le matin et après, tu pars en tournée. Après, il faut savoir qu'en club, 90% des filles, elles sont amateurs, elles ne sont pas payées. Les filles, elles ont un boulot à côté, elles font leurs études. Donc, tu n'es aussi pas du tout dans le même truc. C'est-à-dire que nous, en tant que pro, on va s'entraîner un peu plus, on va avoir des trucs en rab. Et ce qui est normal, parce que nous, on est payé pour ça. Ma semaine, elle est aménagée pour ça. Et donc, je peux m'entraîner plus. Parce que du coup, au rugby à 7, il y a un contrat avec la FFR, et du coup, c'est votre employeur, c'est la Fédération Française de Rugby. C'est ça. Et rugby à 15, est-ce qu'il y a toujours un contrat avec la Fédé ou... Ouais, quand même. C'est ça. En fait, ça marche de la même façon. On a un contrat avec l'équipe de France, donc soit à 7, soit à 15. En fait, c'est le seul moyen d'être professionnel et de vivre de ça quand tu es une fille. Ouais. C'est d'avoir un contrat avec l'équipe de France. Donc, c'est l'équipe de France qui nous propose, qui nous propose des CDD. En club, on n'a rien. On est amateur. On prend une licence, comme tout le monde. Et au mieux, dans les plus grosses structures, là où il y a un peu plus de moyens, tu vas avoir des aides au logement ou des petites primes de match. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu n'as pas de fixe, il n'y a pas de contrat. Et peut-être que ça va se développer avec, on a vu la Canal+ qui a diffusé un match des Lions, justement. C'était Bordeaux-Clermont, c'est ça? Ouais, c'est ça. En clôture du match UBB Clermont, double affiche. Ouais, c'est ça. Là, c'est bien parce qu'il va y avoir encore, je crois, 2-3 affiches où les Litunes va passer sur Canal+, et c'est top parce que ça passe par là, on a besoin de ça, et c'est surtout, c'est hyper important parce que si tu veux que ton équipe de France elle soit meilleure à 15, il nous faut des meilleures joueuses, et surtout pour ça, il nous faut plus de moyens en club, et pour avoir plus de moyens, il faut de la médiatisation. Donc il faut que notre championnat devienne il faut de la volonté, il faut le médiatiser. Parce que là, actuellement, sans être payé pour une fille, il faut beaucoup de volonté pour faire tout ça sans vraiment de contrepartie en face. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les rémunérations, elles viennent principalement de la médiatisation. Donc, si c'est commencé à diffuser, forcément, les diffuseurs, ils reversent une partie de leur revenu publicitaire. Et donc, après, ça découle. Mais c'est ça. Mais c'est, comme tu dis, je pense que c'est important de souligner, c'est qu'il faut beaucoup de courage et d'abnégation pour avoir, entre guillemets, un entraînement et un rythme de vie de semi-pro. Quand tu n'as rien, tu n'as pas de, les filles, il n'y a pas de salaire qui tombe, tu vois. Au mieux, tu peux avoir une prime de match de 100 €. Et encore, pour l'instant, les primes, il y a des problèmes financiers, donc pour l'instant, on n'a pas les primes. Mais tu vois, donc les filles, elles bossent, des fois, elles posent des jours, elles loupent les cours pour pouvoir aménager leur vie autour du rugby. C'est une expérience qu'elles vivent, mais voilà, c'est une expérience, mais il faut s'y filer parce que le rugby, souvent, tu as des pètes, donc tu te bousilles le corps, tu loupes aussi tous les week-ends, au final, tu t'y files. Et c'est de la passion, quoi. Donc, les filles, tu donnes ton corps et tu donnes ta vie, entre guillemets, juste pour de la passion du rugby, quoi, à ce moment-là. Johanna, qu'est-ce qui te fait basculer du club de Bobigny à venir au Lyon du Stade Bordelais, du coup? Ouais, en fait, quand j'ai demandé à passer à 15, donc après les Jeux, pour pouvoir postuler entre guillemets pour la Coupe du Monde à 15 l'année prochaine. J'ai réfléchi un peu plus long terme, tu vois. Maintenant, j'ai 28 ans, je suis pas à la fin de ma carrière, mais je commence à m'approcher de la fin du gouffre, tu vois, même si pour l'instant ça va. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à l'après, et moi, j'ai toujours voulu m'installer dans le Sud-Ouest. Donc en fait, de base, c'est un choix purement perso, en mode j'ai envie de vivre dans le Sud-Ouest, je me sens bien là-bas. Donc c'est quoi le club là-bas? C'est Bordeaux. Donc tu vois, là-bas, il n'y a pas du tout de questionnement, est-ce que c'est le meilleur club, est-ce que c'est ceci, cela? Et donc à l'époque, quand je prends ma licence à Bordeaux, elles n'ont pas encore gagné le championnat. D'accord, ok. Donc elles ne sont pas encore championnes. Donc, mais elles avaient fait quand même quoi, vice-championne l'année d'avant ou un truc comme ça? Elles font des bonnes saisons depuis un petit moment? Je sais plus. Elles sont deux fois, elles font 2 saisons championnes de France. Et en fait, moi, je contacte Bordeaux avant qu'elles fassent leur premier bouclier en leur disant. C'était prévu depuis un moment, ma volonté de passer à 15. Et donc du coup,
pour ça, je voulais commencer à m'installer dans le sud-ouest. Et du coup, bah, ça tombe bien parce que Bordeaux, au final, est actuellement le meilleur club. Et moi, c'est simplement là où je voulais atterrir géographiquement. Donc, les deux s'emboîtent bien. Et donc, voilà pourquoi je passe de Bobigny à Bordeaux, en fait, à ce moment-là. Quels sont tes objectifs pour les saisons prochaines, même si tu as parlé un peu de la Coupe du Monde qui va bientôt arriver? Qui est en 2025 ou... Ouais, l'année prochaine, 2025, c'est septembre 2025, donc tu vois, ça va arriver. Et c'est où? C'est en Angleterre. Donc, les objectifs, déjà, c'est gagner le championnat de France avec Bordeaux. Moi aussi, j'aimerais bien soulever un bouclier. Jamais 203, c'est ce qu'on dit. Normalement, ouais, parce que là, je vais te dire, elles sont championnes 2 fois. Si l'année où j'arrive, elles ne gagnent pas, je vais me poser quelques questions. Bon, après, jusqu'à présent, j'ai pas joué la moitié de la saison, donc pour l'instant, ça devrait aller. Donc, du coup, Coupe du Monde à 15, gros objectifs en Angleterre. Et puis, si tout va bien, j'aimerais bien pousser jusqu'au Jeux de LA en 2028. Et donc, du coup, pour revenir à 7. Retourner à 7. Après, sous quelle forme? 1 an, 2 ans? Là, je me prends pas trop la tête pour l'instant. On verra. Ouais, tu profites de... Toi, t'es dans tous les bons... Il n'y a pas d'autres jeux qui font comme toi ou non? Si, un peu comme toi, qui bouffe à tous les râteliers. Tu peux le dire, c'est ça. Oui, on va partout où il y a des médailles à aller chercher. Si, on est quelques-unes comme ça à basculer de l'un l'autre. Il y a Caroline Drouin. Caro qui retournera pas 7, mais Caro Drouin, un gros élément du 15. T'as Séraphine Okamba. Elle est passée à 15 aussi. Elle est comme moi, c'est ça. Là, je te cite que des filles qui sont passées du 7 à 15. C'est ça. Séraphine, t'as Chloé Jacquet aussi, arrière. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Les destinations, c'est un objectif aussi pour toi? Ouais, oui. Je vais pas avoir les destinations, mais quand même. Oui, complètement. Ça arrive plus vite. Oui. Avant tout, oui, en fait, c'est un peu l'objectif là, la court terme. C'est quoi, c'est mars? Mars-avril, ouais. Ok. Oui, ça va vite arriver. Il y a des matchs aussi qui vont être à Chabon, là, comme l'année dernière, il y a eu un match. Il y a eu France-Angleterre, le dernier match, à Chabon. Qui était plein, presque plein. Qui était plein, je crois, record pour le 15, ouais. Et je sais pas du tout si on va jouer à Chabon cette année. Je n'ai pas trop regardé la progression. Je sais qu'il y a un match à La Rochelle. Je sais qu'on va recevoir genre l'Écosse ou l'Irlande à La Rochelle. Et je crois pas qu'il y a Bordeaux. C'est l'Angleterre les principales. Oui, on va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, la grosse équipe et l'équipe qui pose problème, c'est l'Angleterre, quoi. Après, attention parce que là, il y a l'Irlande qui s'est reconstituée, une sacrée équipe qui a pas mal de sétistes en fait qui sont passés à 15. Et tu vois là pendant la tournée d'automne. Là où le 15 France féminin a eu un peu des résultats à coup-ci, coup-ça, elles ont perdu l'équipe de France. Et tu vois, elles ont perdu l'équipe de France. L'équipe de France a perdu contre la Nouvelle-Zélande, pardon. Et l'Irlande a battu la Nouvelle-Zélande. Donc là, il y a un peu des cartes qui sont en train de se redistribuer. Donc je pense que le Six Nations va être très intéressant cette année. Ok. Ouais. Et après ça, du coup, quand tu seras à la retraite sportive, tu te vois faire quoi? La retraite, qu'est-ce que c'est? Tu veux rester dans longtemps. Tu veux rester dans l'univers du sport, dans le rugby, ou non, vraiment, tu sais déjà un peu vers quoi tu iras? J'avoue, je me laisse un peu porter sur les opportunités qu'il va y avoir. Après, moi, de base, j'ai fait un master en management du sport, donc je ne suis pas non plus à côté de la plaque, mais je compte pas forcément bosser dedans. Là, je fais une formation en déco et en archi intérieur, donc pour l'instant, ça serait peut-être plus la possible reconversion. Après, je t'avoue, si je peux voler la place à Marjorie Maillon sur le plateau de Canal+, ça me dérange pas non plus. Non, mais tu vois, sur des choses comme ça, tu vois, ça serait... J'adorerais pouvoir potentiellement faire un peu soit de bord de terrain ou de plateau. Après, bon, je sais pas du tout si ça sera faisable et si j'ai les épaules pour, mais dans l'idée, tu vois, des petites choses comme ça, des petites opportunités, si ça se présente, c'est des choses qui pourraient être cool, quoi. En plus, tu as le bon profil, c'est que tu connais très bien le 7 et le 15. Donc, ouais, après, le seul problème, c'est qu'il va falloir que je me mette à regarder les matchs au top 14 et que j'en apprenne un peu plus les règles et les joueurs. Enfin bref, que je m'intéresse un peu plus au championnat. Tu suis pas du tout le top 14? Si, en vrai, j'aime regarder, de temps en temps, si je tombe dessus et tout, je regarde de loin, mais là... T'es pas addict, puis t'as pas le temps. Je vais pas te mentir. Ça tombe en même temps aussi, j'imagine. Déjà, on joue, et puis je t'avoue, le week-end, je coupe un peu rugby, tu vois. Si je joue pas, en fait, je suis pas du style à me mettre une session de multiplex de top 14 le week-end. J'aime bien faire autre chose. Ouais. Ça peut se comprendre. Je comprends, ouais. C'est bon. Du coup, on va arriver sur la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
à part d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, d'être meilleur marqueur, marqueuse de la Coupe du Monde l'année Ah prochaine. ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut citer? Est-ce qu'on reste dans le monde du rugby ou Non, comme tu veux. D'être heureuse. Est-ce que ça serait pas un très beau mot de la fin? Ouais, Bah, c'est si. vrai. Parce Est-ce que que c'est pas tu le vois, principal? est-ce que c'est C'est pas le le plus important. principal? Parce que tu vois, les sélections, les médailles, évidemment, tu vois. Mais s'il n'y a pas ça, ça veut dire que on va retomber en dépression et c'est pas le but. Donc, est-ce qu'on se souhaite pas juste d'être heureux? D'être heureux, ça me va. Moi, Parfait. on pouvait C'est pas faire mieux c'est un comme, bon comme mot mot de de la fin. Merci à toi. Merci, Merci Jean-Noël, à d'être vous. venu. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, il y en a d'autres qui arrivent.